Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Oui, tentative de passage de Paul, ça y est. Ah, il se tente de passer. C'était prévisible. C'était prévisible. Et Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il faut jouer. C'est là où il faut jouer. Et il va. Et il passe. Et il se touche. Et il s'accroche. Et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. It is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Magazine Co. Et c'est déjà notre 3e épisode de cette saison 2024. Et ben oui, voilà, nous sommes dans le désert, on vient tous de voir Dune 2 et on va vous en parler. Ah non, pardon, excusez-moi. Non, on va vous parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite ce week-end. C'était effectivement le 2e Grand Prix de la saison. Et qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a encore pu voir une domination Red Bull écrasante, un rookie Ferrari assez bluffant, Mercedes peut-être, on va dire, assez décevant, Alpine qui essaie de toucher le fond pour rebondir. Autour de moi, Jacques Lafritte pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve Charles Carrefour, toujours avec sa lumière rouge. Ça va bien, Charles ? Salut à tous. Ouais, impeccable, ça va super bien. Et promis, je suis resté éveillé du tour 1 au tour 50. Il me semble qu'il y avait 50 tours. Et je n'ai pas dormi un seul instant. Eh ben, écoute, on va pas poser cette question à tout le monde. J'ai peur d'avoir des réponses pas forcément positives. Takuma, ça va ? Je te vois être heureux, apaisé. Je crois que tout va bien. Le ballon rond est quand même mieux quand il y a un Norvégien au numéro 8, Sémillan, qui sort des passes cachées, qui délivre un match. Franchement, ça me fait penser que le football est peut-être pas encore mort. Mais nous sommes là pour parler Formule 1. Bon, on aura des choses à dire. Et spoiler alerte, je vais dire du bien d'une écurie pour laquelle j'ai été horrible depuis que j'ai rejoint le podcast, car il mérite. Laquelle ? Vous verrez bien. Le teaser est incroyable. Lance, là, on n'en peut plus. Lance, comment ça va ? Bonjour, bonsoir à tous. Si tu veux, je peux faire mon spoiler habituel sur le teasing de Takuma, parce que je pense savoir de qui il parle. Et vu que je crois que j'ai pas été tendre non plus avec eux, on sera 2 à faire un mea culpa, quoi. Et avec nous, tenez-vous bien, je sais pas si vous êtes assis sur une chaise, faites gaffe. Fernando Gaspacho est avec nous. C'est sa 3e participation d'affilée. Bravo, je pense qu'on peut tous le lever pour applaudir. Fernando, ça va ? Ça roule ? Oui, bon. Désolé, faux départ. Oui, bonsoir. Je vais très bien. J'espère que vous aussi, vous allez tous bien et que vous allez pouvoir faire griller les saucisses autour du barbecue et les manger pour décortiquer ce Grand Prix. Ok, super, hein, c'est cool. Que dire En plus, avec le faux départ, t'es un peu dans le thème chez les Oranges, donc. Oui, effectivement, il y a eu ce petit faux départ non sanctionné. J'ai toujours besoin de mon Lance Newell pour expliquer les vannes du début de l'émission. C'est pour être sûr que tout le monde suive autour. Le meilleur duo de pilotes autour du barbecue, on l'a trouvé. Hein. Ouais. Bon, alors, en tout cas, que dire sur ce Grand Prix en résumé ? Voilà, on a Red Bull qui a encore tout éclaté sur ce Grand Prix. Ils sont sur 2 doublés d'affilée pour commencer la saison. Avec, si on peut citer quand même que Max Verstappen n'a pas fait le meilleur tour sur ce week-end. Et ça, il a là en travers de la gorge, il en peut plus. Lance, est-ce que tu as envie de dire quelque chose sur Red Bull ? S'il faut signaler quand même, alors moi personnellement, j'ai pas particulièrement envie de parler des incidents et de toutes les circonvolutions avec Helmut Marko, Horner et toutes ces histoires sur lesquelles au final on ne sait pas grand-chose. Mais malgré cette tourmente médiatique et judiciaire ou juridique, l'écurie Red Bull est vraiment ultra dominatrice. On a même vu, on voit Sergio Pérez qui est compétitif, donc ça veut quand même dire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi, Lance, sur Red Bull ? De toute façon, on a eu aussi un petit peu peur sur la Q3 quand Max a collé quasiment plus d'une demi-seconde sur son tour.
Je crois d'ailleurs qu'il en fait qu'un sur la Q3. C'est son meilleur tour. Derrière, il est quand même en piste si jamais il doit en faire un, mais il a même pas eu besoin de pousser. Il a pas eu besoin de faire un autre tour qualif. C'est-à-dire, si jamais tu glisses, tu finis dans le mur, c'est un peu ballot alors que t'as le meilleur tour. Non, bah après derrière, c'est un week-end coude à la portière. C'est ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'a pas été en tête de la première, enfin du premier au dernier tour. Pour une malheureuse safety car, il a dû abandonner la tête pendant 3 tours, ce qui est totalement inadmissible. Mais sinon, sinon c'est comme d'habitude. Avec la pole, il prend le meilleur tour à Jeddah. Donc il bat le record d'Hamilton qui datait de 2021. Le meilleur tour en course est conservé par Hamilton, mais parce que c'est Leclerc qui le prend à la dernière. Et encore, apparemment, il voulait prendre le meilleur tour, mais il avait plus de batterie. Elle était à plat, donc il n'a pas pu faire un tour, on va dire, chronométré. Mais voilà, c'est avec finalement la safety car assez tôt, tout le monde a fait son arrêt, et vu que Jeddah ne dégrade pas les pneus, tout le monde a mis les hards, et après c'était sur un rail. Ce qui a finalement donné un goût assez amer à cette course, parce que sur les 10 premiers tours, tu te dis chouette, on n'est pas à Bahreïn, ça va bien se passer. Donc d'ailleurs, on est toujours sur 100% de safety car à Jeddah. Mais derrière, en fait, il aurait fallu une deuxième safety car pour relancer la course, pour que ceux qui avaient choisi une stratégie finalement en décalage puissent en profiter. Ça n'a pas été le cas. Donc finalement, derrière, une course assez morne, sauf dans la deuxième partie de peloton où des voitures blanches ont fait une belle stratégie qui leur ont permis de faire marquer un point à Hülkenberg. Mais sinon, après, oui, sur la course en elle-même, peut-être une petite peur côté Red Bull avec Perez qui fait son unsafe release et se prend 5 secondes de pénalité. Et donc finalement, si Leclerc revient un petit peu plus, il peut y avoir, il peut lui chipper la place. Mais bon, ça va peut-être un petit peu trop loin. Enfin, à un moment, Max, il tournait à quasiment une seconde et demie de plus rapide que les autres. C'est-à-dire que maintenant, en plus, avec le DRS qui est plus tôt, il attend même pas le 3e tour pour creuser l'écart. Hein. C'est-à-dire, fin du premier tour, t'as déjà la seconde. Le deuxième n'a même pas le DRS. Okay. Bon, voilà, c'est bouclé. Et même Leclerc, qui était derrière Perez, n'a pas réussi. D'ailleurs, ce qui m'a étonné avec les Red Bull, c'est qu'elles possèdent pas forcément la vitesse de pointe la plus importante. Dans les speed traps, c'est pas eux qui les ont. D'ailleurs, Verstappen était quasiment plus d'une dizaine de kilomètres/heure en dessous de Perez en vitesse de pointe, et pourtant la voiture super équilibrée qui fait le taf dans le secteur 1 et qui après est un missile en ligne droite. Enfin bref. Ok. C'est un week-end tranquille au boulot pour Max en attendant un petit tour à l'autre bout du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette émission Barbecue F1. Voilà, on a fini. Merci les gars. Dans 2 semaines pour l'Australie, c'était cool. En plus, tu dis week-end tranquille pour Max, mais en plus, faut savoir qu'il il était en live, je crois, sur Twitch. Enfin, il était sur le simulateur jusqu'à 4h du mat le samedi soir, quoi. Le vendredi soir, tu vas dire? Le vendredi ou le samedi? Non, avant le la course. samedi. Oui, pardon. Ouais, le vendredi alors. soir, excuse-moi. Ouais, le vendredi soir, il s'est couché. En tout cas, il a dit à 4h du mat, bon les gars, je vais me coucher parce que chez moi, il est 4h du mat. Et il a fait la course à 18h. Non, mais c'est ok. Et le type, j'aime bien aimer l'expression de l'Inde, c'est coup de la portière et c'était clairement ça. Ouais. Ah, mais sachant que c'est impressionnant parce que on parlait le circuit est quand même impressionnant, je trouve. À voir les pilotes rouler. D'ailleurs, on a vu l'accident de Lance Stroll, mais il me semble qu'ils sont à combien de moyenne sur le circuit? 250 km/h, je crois. Je sais plus. Je crois que c'était ce que j'avais entendu. Ils doivent être à pleine charge pendant 80% du circuit, quoi. Fernando. Je crois que le secteur 3, il n'y a pas beaucoup de freins. Ouais. Fernando. Déjà, toute la fin du secteur 3, tu dois avoir limite 3 zones DRS d'affilée. Donc, on va laisser la parole à Fernando pour voir s'il a des choses à ajouter sur Red Bull, même si au final, comme je disais, moi, ce qu'il faut dire, c'est même Perez, il est compétitif au volant de sa Red Bull
sur ce Grand Prix. Bah, il s'est dit, tiens, ça a commencé l'année. Ah merde, c'était déjà le Grand Prix d'avant. Ah, c'était avant qu'il fallait que je. Ah, bah, fallait le dire tout de suite. Non, non, et là, il a rattrapé un petit peu son coup parce il sait pertinemment que son baquet est sous la sellette, et qu'il doit se bouger pour défendre aujourd'hui son volant. Parce que derrière, bah, il y a Tito et Totti dans la Visa Mastercard là, qui attend toujours, enfin chez Racing Bulls, c'est comme ça qu'on a dit. Visa Cash Ouais. App, Viva Cash App, Mediapart, ce running gag est vraiment excellent. et Feralgan, Hansa Place, Mother Nature, oui c'est ça. Hein, Et donc, chose à montrer encore une fois pour parler d'eux, que Yuki a encore mis la pilule à notre ami Ricardo. Et là, on balance toutes les saucisses en même temps, là. À un moment donné, enfin, je suis désolé, mais moi, je vois un Yuki 9e des qualifications quand Ricardo est 14e. À un moment donné, on parle de l'écurisseur et l'autre, il est déjà dans la partie pris pour être en Q3 et il y passe même pas. Enfin, je veux dire, à un moment donné. Et ça s'est confirmé en course. Et ça s'est confirmé en course. Et c'est complètement. Donc, d'où l'analyse qu'on avait eue ensemble lors du dernier barbecue. Je pense que finalement, on parlait de Pérez, mais celui qui va partir peut-être du giron Red Bull, il s'appelle peut-être, pardon, Ricardo. Et c'est Fernando qui va prendre le baquet. Non, par contre, moi j'ai été effectivement assez, on va dire, surpris du rythme de Fernando Alonso tout du long du week-end. Que ça soit durant les essais, en qualif, il finit 4e. Le mec, il a 44 ans, un truc, c'est ça, hein? Ben, le mec, il était déjà en Formule 1 que Bierman n'était pas né. Oui, c'est ça. Il a 42 ans. Il a 42 ans. Il a 3 ans de moins que le père de Bierman. Il a 42 ans et je crois que quand Oliver Bierman, le rookie Ferrari de l'académie Ferrari justement, de là où il suit également Charles Leclerc, d'ailleurs c'est la première fois que vous avez 2 pilotes de la F1 Academy de chez Ferrari qui sont sur un Grand Prix, parenthèse fermée. Je crois que quand il est monté dans la voiture, il y a eu une petite fenêtre indiquant que le jour de son anniversaire, de la naissance de Oliver Bierman, sur le Grand Prix d'Espagne, Fernando Alonso gagnait Grand Prix d'Espagne ou quelque chose comme ça. Donc, c'est dire le décalage générationnel qu'il y a entre lui et Fernando Alonso. Donc, juste épatant. Et la bonne forme aussi des McLaren. Enfin, 5 et 6 en qualif, plutôt pas mal. Il y en a un qui visiblement était assez pressé de doubler son copain au départ. Ça, on en parlera tout à l'heure. Parce que ça a fait aussi débat. Et voilà, puis sinon, pour ne parler que de Lance Stroll, ben, effectivement, lui, la course a été relativement courte. Il y en a un autre pour qui ça a été relativement court, c'est notre Français Gasly, où qualif pénible, course très courte. Takuma, on était concentré sur Red Bull. Sur Red Bull et on fait tout. Là, non, mais c'est peut-être une présentation générale. Après, je pense pas que on va faire une émission de 2 heures sur ce Grand Prix parce que, mais bon, c'est à vous d'en convenir. Takuma, Red Bull, que dire? Bah, pour moi, le seul truc le plus intéressant du Grand Prix. Alors, je sais que tu veux pas qu'on parle des à côté, ce que je respecte entièrement. Et tu peux en parler, mais moi, ça me. Non, je veux pas faire long. Je veux juste évoquer le seul truc qui m'a fait hurler de rire, qui serait qu'il y a une possibilité que Christian Horner se fasse dégager de son poste à cause de YouTube. Juste ça. Je suis désolé, mais on peut pas passer sous silence cette info. Le reste, voilà. Mais juste le fait qu'il y a un article qui existe et qui évoque ça, moi je suis désolé, mais excuse-moi, j'ai pas compris. À cause de YouTube, le groupe, hein. Oui, YouTube, le groupe. En gros, ça serait le frère de la personne qui est concernée chez Red Bull connaît Bono ou un truc comme ça, ou un des. Mais Bono, c'est l'ingénieur, Ils sont trompés dans l'article en fait. C'est pas le gars de YouTube, c'est le gars de Mercedes, c'est tout, c'est comme ça. Et du coup, le gars en fait, YouTube pourrait faire un son contre tout ce qui se passe, contre entre guillemets le harcèlement sexuel et tout ce qui suit. Ok. Et ce qui pourrait du coup avoir encore plus d'aura parce que du coup YouTube c'est pas que la F1
Et c'est loin d'être la F1 d'ailleurs. Donc en fait, ça prendrait des proportions internationales. Ça l'est déjà, mais après moi, ce qui me gêne dans cette histoire, pour être totalement transparent, c'est le fait que je trouve qu'on parle des conséquences et pas de ce qui s'est passé exactement. Et je trouve que la personne s'il s'est passé quelque chose ou pas, la personne concernée, au final, c'est comme si elle était oubliée dans tout ce cirque médiatique. Et je trouve que elle va pas essayer de porter l'affaire. Je sais pas exactement, mais on parle on est en train de parler du mercato des pilotes lié au départ d'Horner qui va entraîner je ne sais quoi, et puis c'est ça qui fait le grand cirque médiatique depuis des semaines. Ça m'énerve. Bah, mais c'est même pas que le mercato des pilotes. C'est-à-dire que si Horner il s'en va, vu qu'il est là depuis le début, il y a aussi le contrat du Way avec lui. Enfin, dire que si lui il s'en va, t'as tout ce qui a fait Red Bull qui s'en va avec lui. Et là, a priori, lui il est embêté, mais après t'as même Marco qui s'est pris une enquête sur le dos aussi. Donc après, je sais pas si ça va bouger d'ici là, mais peut-être que derrière, si t'as un changement et qu'on repasse à une ère motoriste, est-ce que Verstappen aussi, il va pas s'en servir pour aller chez Merco, pour être dans une écurie où on sait que les moteurs sont bons aussi. Donc à un moment, faut pas oublier qu'il y a Jos Verstappen, qui est quand même un enfoiré de base de première. Oui. Qui lui, dans la série, je bats les femmes, etc., c'est quand même un champion du monde. Il était nul dans une voiture, mais pour battre les femmes, il est champion du monde. Qui viennent ramener sa fraise sur ce style d'affaires. Bon, après, Max, c'est son père, donc c'est compliqué. Et en plus, il s'occupe à la moitié de sa carrière. C'est compliqué. Mais je pense que il y a vraiment toute une tornade autour de cette histoire-là qui peut emmener la Formule 1 et la retourner complètement. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il y a des choses, un peu des éléments déclencheurs, comme on peut le voir dans le cinéma, dans les arts, dans le journalisme, dans plein de métiers, au final, ce qui se passe, c'est qu'on a d'autres révélations ou d'autres sujets du même type qui se dévoilent. Par exemple, on pourrait avoir des histoires aussi de ce genre dans d'autres écuries. Là, on parle même pas de ça. On parle des conséquences qu'il peut y avoir dans l'écurie, les gens qui vont partir, ou les résultats de l'écurie qui vont baisser, mais on n'aborde pas le sujet frontalement de ce qu'il peut y avoir justement dans les relations hommes-femmes dans la Formule 1, par exemple. Et c'est ça que je trouve un peu étonnant. Jacques, tu parles d'un sport qui fait des courses en Arabie Saoudite. Tu vas quand même pas leur demander d'être progressiste au point de parler de l'égalité homme-femme. Calme-toi, enfin. Ils ont déjà autorisé les femmes à rouler en Arabie Saoudite. Sois déjà content. Attends, c'est pas faux. Les femmes, elles rapportent de l'argent. Bah non. Non, c'est les hommes. Donc voilà. Donc on n'en parle pas. Attends. T'as vu comme t'es aussi. Tu veux que le sport soit. Non mais c'est vrai que on a déjà tout dit sur Red Bull, donc on peut faire une digression, mais il n'y a pas que, il y a plein d'industries qui sont génératrices d'énormément de pognon, qui essaient péniblement d'avancer sur ces sujets-là. Et je trouve que là, la F1, ils font vraiment preuve du fait qu'ils sont largués complets sur ce sujet. Mais tu verras que sur tous ces secteurs-là, il y avait eu des histoires avec MeToo, avec machin. C'est vite rentré dans le rang. Les salopios de producteurs qui abusaient bien des petites minettes, les mecs ils sont toujours en place. Donc en fait, je dis pas que ça sert à rien parce que tu libères une partie de la parole et il faut pas que justement les femmes se sentent pas écoutées ou ce genre de choses parce que ça c'est horrible pour elles. Surtout si t'as une F1 Academy, t'as quand même. Alors je sais plus combien elles sont à courir. 14. Ouais, je crois 14, un truc comme ça. 14 ans, je crois. Voilà. On en parlera peut-être parce que là il y a une belle merguez aussi de la part de l'écurie sur la deuxième course de Dorian Pain, mais enfin voilà, c'est hyper compliqué. Généralement, tu fais un exemple. Et après tous les autres ils s'en tirent. Ah mais tu vois, moi je continue ce propos-là, mais c'est vrai que même Canal, j'ai l'impression qu'ils défendent Horner en disant qu'il y a une forme d'acharnement, quelqu'un qui lui en veut. Ils pourraient faire des reportages sur les femmes en Formule 1 dans les autres écuries, voir comment ça se passe, interroger ce genre de choses-là. Mais il y a personne qui en parle, quoi.
Donc je sais pas. Moi ça me. Mais TF1 ils sont je trouve comme ça le étrange. reste. Canal+ ils sont comme le reste. Ils utilisent les femmes comme belle plante, hein, comme pot de fleurs. Ok. Parce que Margot Lafitte. Ce qui ramène en valeur s'il te ajoutée. plaît. Elle est de ma famille. C'est ta fille oui, c'est ta fille. Même j'ai plus en tête le nom de Pauline. Pauline Sanzet. Sanzet. Qui fait aussi la moto GP. Ouais, voilà, elles sont pas forcément mises en avant. Le jour où t'auras vraiment une mise en avant, quand t'as la place à côté de Julien, t'auras une femme. Non mais attends, je t'arrête, Lens. Enfin, qu'est-ce que tu attends de plus, enfin, qu'aujourd'hui d'être en avant quand tu présentes une émission en prime time, en Formula One, voire même pendant comment dire, les qualifications et la course. Si pour toi être en avant c'est dans la cabine des commentateurs, je suis pas d'accord. Enfin, moi aujourd'hui, je trouve que c'est bien. Effectivement, il devrait y avoir peut-être un couple homme-femme, comment dire, en présentation, en cabine de commentaires, voire deux femmes. Moi, ça me gênerait absolument pas. J'aurais Ou aucun de temps problème. en temps, hein, je dis pas forcément tout le temps. Oui, non, mais ça non, tourne mais- au niveau des consultants. Alors Mais, pas le duo de la F1 Academy, s'il te plaît, par contre. Ah, je sais pas. Honnêtement, je peux pas juger. J'ai pas suivi du tout. Je sais que Dorian s'en est pris une, mais, J'ai testé pour vous. Hein. Alors, je leur laisse le bénéfice du temps pour qu'elles apprennent à mieux réagir, etc. Hein. Mais c'était laborieux, quoi. Mais je leur laisse le bénéfice du temps. T'as un tiers du plateau qui a rien à faire là. Ah non, je parle des commentaires. Hein. Je parlais du commentaire. Moi, je parlais des pilotes. Oh la glissade, oh la glissade. Mais je suis d'accord avec Fernando. Margot Lafritte, sincèrement, son job, c'est pas juste être une plante verte. Elle a les interviews, elle va voir les gens, etc. Elle est pas juste. C'est pas comme à l'époque de TF1 où Marion Jolès, je trouve qu'elle était beaucoup plus pot de fleurs et qu'elle était beaucoup plus en soutien de Denis Brognard. Là, je trouve qu'elle a quand même un certain poids. Elle est reconnue par les pilotes, complètement. etc. Elle est reconnue parce qu'il y a son père aussi. Elle a un nom. Ouais, mais elle fait quand même du bon boulot. Elle est pas juste. Alors oui, son nom aide évidemment, mais je veux dire. Je pense qu'elle traîne dans les paddocks depuis qu'elle s'est marchée. Elle pilote quand même. Elle pilote quand même aussi. Oui, Trophée Andros, pas que. Hein, elle était chez Maserati, je crois, si je dis pas de bêtises, en blanc peint. Je vais peut-être m'avancer un petit peu là, mais. Ok. Mais non, moi franchement, je trouve que au-delà du nom, c'est une super nana qui pilote superbement bien, qui s'arrache pour avoir des interviews d'avant grillées parce que des fois, c'est pas toujours facile. Et parce qu'il y a ce qu'il y a devant la caméra, il y a ce qui se passe à côté de la caméra. Et enfin voilà, moi je peux vous assurer qu'à côté de la caméra, elle se défonce. Et vous avez peut-être vous faites semblant de pas regarder, mais vous avez peut-être regardé la dernière saison de Drive to Survive. Et ils mettent en avant plus de femmes qu'auparavant, y compris des femmes pilotes. Oui, alors chercher Danica Patrick, c'était vraiment parce ils voulaient mettre quelqu'un, hein, parce qu'il faut pas exagérer non plus. J'ai plus de légitimité en tant que pilote que Danica Patrick. Il faut dire à quel point elle était quand même mauvaise en NASCAR. Hein. Tu pouvais trouver d'autres personnes. En plus du NASCAR, qu'est-ce que tu viens foutre là, Danica? Reste dans ton secteur. Prends des gens qui, justement, dans la F1 Academy, prends des gens, je sais pas. Mais non. Mais ils ont pris Claire Williams. Qui avait un peu plus de légitimité. Si on cherche de la légitimité aux gens. Là, je pense que. On parle de. Oui, mais on parle là dans Drive to Survive. Vu que tu t'adresses à un grand public, tu cherches un audimat américain. Ça m'étonne pas que, en fait, ils aient cherché quelqu'un que potentiellement les Américains pourraient reconnaître. Voilà une bonne analyse de Charles Carrefour. Et je me dis qu'en soi, ça reste une présence féminine. Le sport auto, ça reste du sport auto. Le but, c'est toujours de finir premier au début. Certes, c'est peut-être pas les mêmes codes. Premier à la fin. Oui. Charles Carrefour. Ou de finir deuxième quand il y a Max qui fait la course dans une Red Bull. Mais en tout cas, on va dire que, tu vois, Claire Williams, on peut pas dire qu'elle est apportée de dingue, mais de faire monter un peu la pression, d'avoir un peu cet esprit d'expérience qu'elle peut avoir dans le sport auto. Il n'y a rien de choquant le programme. Je pense qu'il est pas là pour. Je pense qu'en tout cas, nous qui suivons les grands prix, qui mangeons F1 sur les réseaux et tous les week-ends on mange F1, on sait très bien qu'on va regarder Drive to Survive et que on verra toujours tout ce qui est pas chronologique, ce qui va pas dans le programme. Donc je pense qu'on n'est pas le public des fois aussi pour ça. Donc mais tu vois, c'est pour ça que ça m'étonne pas plus que ça. Tu vois, tu parles du fait de rajouter des femmes et c'est une bonne chose, mais
tu as justement un certain poids, parce que Drive to Survive est suivi par énormément de personnes et tu cherches à rameuter du monde. L'intelligence, ce serait de faire un truc sur la F1 Academy que tu lances, parce qu'ils n'ont pas annoncé la F1 Academy entre la sortie de la série, enfin ça fait un moment que c'est annoncé, et tu peux rajouter, et tu peux ramener Suzy Wolf qui est à la tête de ça, tu peux ramener une Jamie Chadwick pour parler de ce qu'il y avait avant, tu peux ramener Dorian Pain et on va dire le top 3 des pilotes qui vont être un peu où te ramènent, etc. Après, Mais tu peux faire un truc pour essayer justement d'en plus amplifier le lien que tu veux créer entre cette académie et tu vois. ils ont rarement parlé des formules de promotion dans Drive to Survive. Oui, mais là, ça. Il y a une série un peu la Drive to Survive sur la F2 qui était Chase Dream, Your Dream, un truc comme ça. Enfin, ouais, un truc du genre à la recherche du rêve, je sais plus, un truc comme ça. Mais je sais même pas si ça se fait encore, s'il y a une saison qui suit. Mais Formule 3 et F1 Academy, quand tu vois déjà la diffusion, comment elle était en Mondioplanète, là, je sais plus comment on dit, en Mondovision, c'était déjà quelque chose. Alors, Ok. Non, mais au final, on voulait pas en parler, mais on a quand même fait pas mal de digressions sur ce sujet. Et c'est maintenant qu'on va parler de Ferrari. Je vais laisser le micro à Fernando Gaspacho parce qu'on a eu quand même ce Carlos Sainz qui a eu sa crise d'appendicite ce week-end et qui a dû être remplacé au pied levé justement par un pilote de division inférieure et qui a fait quand même ses preuves, notamment, à la fois en qualification et en course, ça a été quand même une sorte de révélation. Que dire de Ferrari quand même qui est deuxième au classement constructeur actuellement et qui est assez solide quand même depuis le début de la saison. Très solide, c'est clair que c'est un meilleur départ que si on compare les 2 premières courses de la saison de l'année dernière où on était quatrième, enfin Ferrari était quatrième en 2023 et là on est deuxième au niveau du classement au bout de la fin de Jeddah. Pour reprendre le sujet d'Oliver Berman, quel week-end! Quel week-end! Il arrive au pied levé, on l'appelle, on lui dit écoute, voilà, faut que tu remplaces Carlos. Et il découvre la voiture. Alors, je rappelle qu'il faut déjà avoir fait un temps de roulage en F1 pour pouvoir rouler dans une F1. Je crois que c'est 200 km, si je dis pas de bêtises. J'avais 300 en tête. 200 ou 300. Ok. On va vérifier. Allez, on a notre chat GPT avec nous là. Et donc, dans l'idée, c'est de dire que voilà, il a très peu de roulage. Il connaît pas la voiture. C'est-à-dire que autant il a 200 ou 300 km dans une F1, il n'a 0 km sur la F1, la SF24 de Ferrari. Donc il ne la connaît pas. Et il arrive aujourd'hui il finit 11e des qualifs pour, je crois, 40 ou 36 millième, voilà. 36 millième, il est à ça, donc, de mettre dehors Lewis Hamilton. Je pense que déjà, c'est respect. Et il finit la course devant un septuple champion du monde, devant un autre Britannique qui est Lando Norris. Donc ça, en termes de fierté nationale, je peux vous dire que premier Grand Prix, premier point, je mets un septuple champion du monde derrière moi, je mets le calife à la place qui veut se prendre pour la place du calife, Lando Norris derrière aussi. Moi, je fais sacré perf, et ça donne du talent, on va dire, pour l'écurie et la F1 Academy pour la partie Ferrari. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit ça, on se dit, mais l'année prochaine, il lui faut un baquet à ce petit. Il lui faut un baquet. Il a 18 piges, il a rien roulé en F1 et il arrive déjà à faire ça. Bah, moi, je dis l'année prochaine, chez Sauber, Bottas, vous me le mettez dehors, et puis à la place, vous me mettez Oliver Berman. C'est As qui veut le récupérer, apparemment. Ok. Bah oui, parce que j'allais le dire, tu dis qu'il a roulé en F1, il a roulé dans une F1, mais il a roulé dans une As. Est-ce que ça compte comme une F1 quand on voit les précédentes As? Je suis pas spécialement sûr. Après, Charles Leclerc était bien pilote de réserve As et il a fini chez Alfa Romeo. Oui, bah heureusement pour lui. Mais sinon, blague à part, il y a un truc que tu n'as pas signalé sur Berman, mais c'est qu'en plus, il est jeté dans le bain à Jeddah, qui est quand même totalement. un des circuits qui est quand même un des plus exigeants. Et il est sorti, il était rincé, ce qui peut se comprendre. Et en plus, sur la FP3, il est pénalisé par le drapeau rouge de Guan Yu Zhou, ce qui fait qu'il a encore moins de roulage possible et que ça lui sac à tout. Enfin, tout à fait. Il a rien eu vraiment de facile. Oui, après je pense que le circuit, il connaissait parce qu'il avait quand même tapé la pole en F2 quelques heures avant. Donc en soi, je pense qu'il avait peut-être déjà
L'appréhension de Ah. vitesse, certes, ça va beaucoup moins vite, mais Ah oui. je pense que le gars, tu t'aurais lancé peut-être un pilote de réserve, tu vois, un Schumacher là-dedans. Bon, on sait comment ça avait fini il y a quelques années, mais un mec qui est peut-être pas en forme parce qu'il a pas fait le premier Grand Prix ou qui a pas roulé dans une vraie auto qui va vite depuis quelques mois. Est-ce que il aurait été aussi performant d'un coup? Je pense qu'ils ont bien fait d'aller piocher Je pense qu'ils avaient que lui. chez Berman. Bah, Sur place. peut-être aussi. Mmh. Je pense Peut-être qu'ils aussi, avaient, ouais, ils avaient que effectivement. lui. Il y a que lui. Il y a que lui. Puis, enfin, je veux dire, enfin, pardon, mais une F2 aujourd'hui, c'est 650 chevaux. Ben là, tu vas passer sur une bagnole, t'as 1100 bourrins derrière. Donc Bien sûr, mais c'est enfin, pas rien. Hein. Ça, C'est pas la même chose, hein, mais au moins t'as conduit, t'as appréhendé, t'as appréhendé peut-être un peu le circuit, tu l'as reconnu, t'as marché dessus, enfin tu vois, t'as fait la ouais, reco. bien sûr. Je pense que ça a grave aidé dans le fait Bien sûr. qu'il ait performé ce week-end. Bon, il y en a un autre dans les stands Ferrari qui était un peu comme ça là, c'est son père, hein. Son père. Oh, le enfin, je veux regard dire, du père. incroyable. Hein. Ouais, c'était marrant ça. C'est vrai que c'était des beaux moments. Incroyable. Le mec, ça se voyait qu'à la fois il était heureux et fier, et en même temps il avait il avait les chocottes. Il avait le soulagement à chaque fois. Il était soulagé quand ça s'est terminé. C'était marrant. C'est clair. Si vous voulez, je peux faire un petit point sur la super licence, sur les conditions d'obtention. Ah, vas-y. Alors, c'est un peu plus réglementé depuis 2016 avec l'apparition de Verstappen. Donc maintenant, il faut avoir son permis voiture en cours de validité. Ah oui. Au moins 18 ans. Attends, je t'interromps. Ça veut dire que si jamais, par exemple, t'as, je sais pas, Verstappen qui se fait choper à 320 et qui se fait retrait de permis, il a pas le droit de participer au prochain Grand Prix. C'est justement ce qui s'était passé l'année dernière, tu sais, quand il avait conduit, tu sais, dans Monaco, je crois, avec un casque, dans une voiture. Dans une Aston. Ouais. Ok. Je sais plus le nom de la bagnole. Se soumettre à une séance de questions concernant la FIA et le code sportif et les règlements sportifs. D'accord. Avoir effectué 80% d'une saison complète d'un championnat de monoplace reconnu. Il y a quoi d'autre? Avant de se soumettre à la demande, le pilote doit effectuer au moins 100 km au cours d'une séance d'essai libre de championnat du monde de Formule 1. Donc c'est pour ça que maintenant on en voit par-ci par-là. Et aussi, il doit démontrer l'écurie de Formule 1 doit démontrer que son pilote a conduit de manière constante une voiture de Formule 1 récente sur au moins 300 km en l'espace de 2 jours au maximum, et cela pas plus de 180 jours avant le dépôt de la demande. Ah ouais, c'est quand même c'est quelque chose. Donc ils ont quand même bien réglementé les choses. Ouais. Ok. Normalement, c'est pas n'importe qui, quoi. D'accord. Est-ce que Ok, merci Charles. Vous voulez ajouter, je sais pas s'il y a lieu d'ajouter des choses sur Bergman. Moi, c'est plus sur le niveau global de Ferrari. On se posait la question évidemment à chaque début de saison sur où en est Red Bull, est-ce qu'ils vont être rattrapés, etc. Là, on voit que les Ferrari, ils sont pas mal, mais ils sont pas mal tout en étant pas très proches des Red Bull quand même, non, Lance? Après, on a quand même l'impression qu'elles sont plus proches que l'année dernière. L'écart a l'air quand même beaucoup plus réduit. Mais derrière, oui, il y a cet écart-là. Charles fait ce qu'il peut. Le petit Berman a fait quelque chose d'exceptionnel quand même ce week-end. D'ailleurs, une note aussi pour Carlos Sainz, dire que le mec a quand même fait la première journée, donc essai libre 1 et 2, avec une crise d'appendicite, quoi. Enfin, il y a des fois, faut se rendre compte finalement que ces mecs, c'est des surhommes, en fait. Enfin, je pense que toi, t'es recroquevillé dans ton lit en position fétale avant d'aller à l'hôpital. Lui, le mec, il est à 250 de moyenne sur un circuit, quoi. Enfin, bref, c'est assez passons. Mais après, c'est vrai que Berman, on lui prête cette citation où il disait qu'en Formule 2, ce qui limite, c'est la voiture, et en Formule 1, c'est le pilote qui limite. Et c'est sûr qu'il avait entre les mains une super bagnole. S'il avait une Haas dans les mains, je pense pas qu'il aurait marqué de points non plus. Mais en tout cas. Après, je sais pas si vous vous rappelez, mais quand De Vries, il avait fait son week-end avec Williams. C'est ça. Et il avait été dans les points, on avait dit, il est incroyable ce gars, il faut qu'il ait un baquet. Ouais. Et puis au final. Peut-être parce que il a profité du fait que la Williams est une voiture rapide à Monza. Oui. Et qu'il a maximisé ce qu'il fallait. Il l'a fait très bien fait, hein. Mais bon. Voilà, quoi. Mais il y a plein de petits jeunes qui ont assuré un intérim et qui se sont très bien débrouillés.
Donc alors après, attention aussi, c'est qu'un Grand Prix, certes l'un des plus difficiles qui soit, avec sa vitesse, les murs hyper proches, où t'es à l'aveugle quasiment tout le temps. Donc faut quand même avoir l'estomac bien accroché et le pied qui ne tremble pas trop pour enlever le pied de l'accélérateur ou appuyer sur le frein à chaque virage. Ce que Lance Stroll aurait dû faire, parce que lui c'est vraiment un gogol, on va en parler quand même. Il a fait une Monaco, c'est tout. Le mec il fait 2 fois la même erreur dans le même week-end, quoi. Enfin, à un moment c'est est-ce qu'il est ouais. Autant son premier GP il a à peu près assuré, mais là il nous a fait du Lance Stroll, quoi. Ouais, oui, puis même en interview, c'est Polo, je stoppe le wall, là, puis voilà. Ah, mais après, à un moment donné, il y a une tenue à avoir devant l'interview. Enfin, le mec, il s'en bat les reins, en fait. Je crois savoir que avec Canal, il est particulièrement froid et distant parce qu'il sait que Jacques Villeneuve est particulièrement gentil avec lui. Et donc, je crois, il me semble que quand tu le regardes avec d'autres équipes de télé, il est beaucoup plus loquace. Là où avec Canal, je pense qu'il y va par. Il y en a quelques-uns qui en parlent, quoi. Mais voilà, il me semble que ça fait, mais c'est déjà fait un moment que Canal il y va parce qu'il n'a pas le choix, mais du coup il fait le minimum, quoi. Il va pas être loquace, etc. Parce que bah voilà, il en a plein le dos que Jacques Villeneuve soit ultra sympa avec lui. Alors bon, il le cherche aussi, hein, parce que son niveau est pas celui d'un pilote qu'on attend dans une écurie aussi ambitieuse qu'Aston Martin. Néanmoins, je peux comprendre aussi de son point de vue qu'il en a plein le dos, que tous les week-ends, ils prennent des balles perdues sur balles perdues et qu'ils sont un peu saoulés. Je peux le comprendre. Bah, heureusement que Lance Stroll, il pilote pas une Ferrari, hein, parce que le mec, il se suicide avec la presse italienne. Bah, il a pas le niveau, donc c'est bon, de toute façon, ça n'arrivera pas. À un moment, ça a l'air d'être un fragile, le monsieur, quand même. Hein. Donc, bon. Charles, toi, est-ce que tu as envie de parler de Ferrari, de leur potentiel sur cette saison, en tout cas de ce qu'on peut voir pour l'instant? On voit qu'effectivement, c'est des solides deuxièmes. C'est ça qu'on peut retenir actuellement. Ce que je retiens, c'est je dirais l'état d'esprit général qui a l'air d'être un peu plus souriant. On sent que je trouve que la patte Fred Vasseur est arrivée. Tu vois, tout le monde a l'air d'être un peu plus positif. Alors peut-être certes la voiture aide un peu. Ils ont l'air de dire quand même qu'elle est mieux que l'année dernière. Par contre, il faut vraiment qu'elle évolue rapidement et dans le bon sens, parce que sinon, ça risque d'être compliqué quand même d'aller chercher encore des victoires. À voir quand même sur, je pense, en Australie. Après, je crois qu'il disait c'est au Japon, ils vont avoir une vraie idée de à quoi est vraiment le vrai potentiel de la voiture. Mais je pense pas qu'ils aillent chercher des victoires en début de saison. Après, là, je trouve que Ferrari en ce moment est en train de vraiment bien gérer, en tout cas, l'interne. Et ça fait plaisir à entendre. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu des choses un peu plus positives en interne sur le management, ce genre de choses chez Ferrari. Donc, les années à venir sont positives et j'espère qu'en tout cas apporteront leurs fruits tout ce qu'on entend sur le recrutement, sur qui pourrait arriver et pas trop de départs ou en tout cas ce genre de choses, quoi. Donc, c'est plutôt cool. En tout cas, avec l'officialisation de Lewis, eux, ils vont être en dehors de toute la silly season qui va vraiment être silly cette année. Donc en fait, ils sont pépouses. Ils savent que quoi qu'il arrive, Charles sera là l'année prochaine et pour encore quelques années. Et t'as signé Lewis pour 2 ou 3 ans. Donc les mecs, ils sont tranquilles. Enfin, ils sont sereins. Ils savent qu'ils ont la deuxième voiture du plateau qui, avec des bonnes améliorations, tu peux t'approcher d'une Red Bull. Red Bull qui est quand même où tu sens que la voiture elle est quand même un petit peu plus difficile à régler par rapport à l'année dernière au niveau aéro. Enfin, tu sens qu'elle a toujours ces problèmes de boîte de vitesse un petit peu récalcitrantes. Enfin, t'es pas à l'abri non plus d'un week-end où la Red Bull fonctionne un petit peu moins bien et Ferrari puisse en profiter, quoi. Ok. Donc on va peut-être passer à McLaren alors, puisque justement il y avait quand même des enseignements intéressants à retenir de ce qu'ils ont pu faire ce week-end, avec un Piastri qui est quand même assez compétitif cette saison. La saison dernière, il avait été un peu bouffé par son coéquipier, mais c'était aussi logique parce que c'était sa première saison. Mais on peut dire que Lando avait quand même toujours la primauté. Cette saison, c'est quand même un petit peu en train d'évoluer ou incertain. Fernando, que penses-tu de McLaren et puis voilà de ce duo de pilotes aussi qui est quand même assez attractif?
Pour moi, c'est la troisième force du plateau en termes de hiérarchie qui se dessine. Ils sont devant Mercedes, clairement. Ils ont, comment dire, bien commencé la saison. Aujourd'hui, on a effectivement un Piastri qui a mûri. Il a effectivement déjà une saison derrière lui. Il prend le lead en ce début de saison, je trouve, face à Lando Norris qui fait quand même quelques erreurs. On atteste, on va dire, la bourde du faux départ. Je crois que d'ailleurs, c'est même pas la première fois que ça lui arrive. Donc ouais, je trouve vraiment que l'Américain là-dessus assure. Australien. Et Australien, pardon. Pas bien. Que l'Australien, comment dire, assure. Et moi, c'est un match d'équipe dans l'écurie qui, pour moi, sera à surveiller cette année. Parce que vu comment il est compétitif, vu comment l'écurie est compétitive à ce niveau-là déjà, et que McLaren sait développer sa voiture. Je rappelle que l'année dernière, au début de la saison, c'était une catastrophe. C'était un veau, la voiture. Ils étaient en bas. Ils ont su développer et apporter des bonnes mises à jour pour rehausser le niveau la saison dernière. Là, ils ont une bonne base. Je pense que la petite bagarre Ferrari-McLaren, elle peut se faire, comment dire, cette année, en ce début de saison. Et moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et donc, franchement, super bon début de saison de McLaren. Ok. Takuma, McLaren, c'est deux noms que tu voulais parler ou pas? Bah, moi, je suis un peu déçu parce que c'est censé être une piste qui leur sied plus et je trouve qu'ils sont un peu. Bah, bon, Piastri est quatrième, donc ça va, mais Norris huitième, je trouve que c'est un peu décevant. Après, c'est la stratégie différenciée aussi. Ils ont différencié la stratégie et puis voilà. Ouais, du coup, petite déception. Après, pour Piastri, c'est une saison très importante parce que ça doit confirmer si c'était un feu de paille ou si c'était vraiment le talent qu'on annonce. Et ça a l'air d'être vraiment le talent qu'on annonce. Donc, je rejoins les louanges sur le duo de pilote. Je pense que c'est un très très beau duo de pilote. Attention à voir au niveau des égos parce que même si je pense que les deux s'apprécient bien, je pense qu'ils ont deux gros égos et c'est jamais facile à gérer. On l'a vu de moult reprises dans l'histoire de la Formule 1. Après, McLaren, oui, ils partent déjà de moins loin. S'ils sont aussi bons cette saison pour faire progresser leur voiture qu'ils l'ont été la saison passée, ça sera une fin de saison très intéressante. Maintenant, est-ce qu'ils réussiront à trouver autant de points d'amélioration par rapport à l'an passé où, comme Fernando l'a dit, il partait de F4? Bon, forcément, c'est plus facile de faire des gros gaps quand tu pars de très loin. Là, maintenant, c'est là qu'on va voir s'ils sont aussi bons. Mais au moins, ils sont là. Et je suis d'accord pour dire que pour le moment, c'est la troisième force avec Mercedes, mais c'est la troisième force. Non, mais ce que tu me dis, ça me fait penser à, c'est aussi plus facile de doubler quand tu pars de derrière que quand t'es devant toute la course. Parce qu'avec Sergio Pérez, on disait, mais qu'est-ce qu'il double et tout, c'est incroyable et tout. En fait, bon. Ouais, bah ouais. Si on qualifie avec des challenges. Voiture. Ouais, ouais. Ok. Charles, toi, tu penses quoi de McLaren? Tu penses que, enfin, moi, clairement, je pense que le développement sur les voitures, il a moins de potentiel, saison après saison. Parce que au final tout le monde apprend de ce qui se passe et plus t'apprends et moins tu peux progresser, tu peux capter des grosses progressions. À voir si au final est-ce que les dernières ils avaient quand même tous plus ou moins copié le concept Red Bull. Est-ce que cette année ils copieront encore le concept Red Bull? C'est à voir. Mais en tout cas cette année ils sont aux avant-postes quand même dès le début de l'année. Grande chance quand même qu'ils y restent. Dans un cycle, ils savent développer la voiture. Après, je pense que je rejoins un peu tout le monde. Piastri, pour moi, finira par croquer Norris. Après, on se trompe peut-être, hein, il y a eu 2 GP de fait, mais pour moi, voilà, je prends le pari. Et pour le moment, effectivement, je trouve qu'ils sont c'est troisième force du plateau. Et quand on voit comment Mercedes se trouve et comment Mercedes n'a pas réussi à doubler Piastri, Hamilton n'a pas réussi à doubler Piastri, il me semble, sur un Grand Prix avec des virages rapides, des courbes vraiment sans trop freiner. Non, c'est Piastri qui n'arrivait pas à doubler Hamilton, il me semble. C'est pas l'inverse? Moi, je pense que c'était Piastri qui n'arrivait pas à doubler Hamilton. Mais en tout cas, on voyait la différence. Enfin, je trouvais que la Mercedes montrait déjà des gros signes de faiblesse. Que là où
la McLaren était relativement correcte et il y avait juste des curseurs à pousser un peu plus. Et ça fait 3 ou 4 ans, 4 saisons que Mercedes commence à patiner entre le simulateur et la vie réelle, quoi. Donc, il y a de grandes chances que McLaren passe un gap et peut-être détrône Mercedes, quoi. Lance, je te laisse embrayer sur Mercedes peut-être, parce qu'effectivement, ben voilà, les saisons ont tendance à se ressembler du côté Mercedes, même si là, ils avaient renoncé à leur concept qui n'avait pas marché, mais c'est vrai que, en tout cas aussi, on l'entend dans la voix des pilotes, notamment d'Hamilton, que ils ont toujours pas réussi à résoudre des problèmes qui sont récurrents depuis maintenant plusieurs saisons. Ouais, par contre, juste finir sur McLaren et pour aller dans le sens de Takuma sur l'évolution de McLaren par rapport à l'année dernière. Au même moment, l'année dernière, à Jeddah, sur la qualif, Piastri a gagné 1 seconde 1 et Norris 2 secondes 3. Donc ils sont clairement en avance au niveau du développement voiture et ça laisse entrevoir de bons espoirs s'ils arrivent à amener des modifs sur la voiture avec le même taux de réussite finalement que l'année dernière, qui les a fait excellemment bien finir la saison et finalement embrayer de la même façon sur cette saison-là. Donc c'est que du bonus. Mais par contre, il y a le jump start. Donc a priori, il prend pas de pénalité parce que les commissaires, à juste raison, je lui dis qu'il n'a pas de gain parce que finalement le mec il a sauté et finalement il a plus freiné et que quand le feu est passé au vert, il a mis plus de temps à réagir. D'ailleurs, on le voit dans la caméra embarquée dans l'onboard, il est tout de suite distancé. Donc pour le coup, la pénalité. Par contre, la voiture dépasse la green box. Et on a vu des pilotes se prendre 5 secondes de pénalité, notamment à Jeddah, pour ça. Donc à un moment, il va falloir aussi que la FIA soit en accord avec ces règles, parce que le prochain pilote qui se prend 5 secondes de pénalité, car en dehors de la green box, ils vont dire ouais mais à Jeddah vous l'avez pas donné à McLaren. Donc c'est un petit peu gênant. Et moi c'est surtout cette histoire de capteur là. C'est-à-dire que la voiture, les capteurs, ils sont là avec une zone de tolérance pour éviter justement les vibrations, parce que la voiture, t'as quand même un moteur avec quelques chevaux sous le capot, donc ça fait forcément des petites vibrations. Donc que le capteur ne réagisse pas tout de suite, parce que la voiture avance de quelques millimètres, je comprends. Là, la voiture, elle a quand même avancé de plusieurs centimètres, les capteurs, ils ont rien vu. Donc, à quoi servent ces capteurs? La VAR toujours. En fait, c'est surtout la montre a pas vibré quoi. La montre a pas vibré. Bah oui, mais bon, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on se rend compte d'un truc, c'est que tout le monde l'a vu, mais après, c'est l'esprit. Est-ce qu'il a dans l'esprit gagné du temps? Non. Donc moi, je trouve mais sur l'esprit, je suis d'accord. C'est ce que j'ai dit. Moi, c'est que le capteur n'a rien donné. Oui, mais ça, je suis d'accord. Mais le capteur n'a pas sonné. Ça, c'est ce qu'on te dit officiellement. C'est toujours pareil, parce que. Ah bah si les mecs, tu vas me dire la FIA qui ment. Oui, bon, c'est vrai que je suis un peu naïf. S'il te plaît. Ok. Bon, on va enchaîner sur Mercedes quand même. Moi, je marque ma déception concernant Mercedes, qu'on imaginait peut-être mieux en tout cas que ce qu'on peut voir. Lance, je te laisse continuer puisque c'était la question que je t'avais posée. Initiale. Ouais. Ah ouais, je suis un perturbateur, comme disait le grand philosophe Jean Pascal. T'as des références, celle-là, je l'avais fait exprès de l'oublier. On a la culture qu'on mérite. Non, après, ouais, ça stagne côté Mercedes. Alors, par rapport, comme j'ai donné les temps tout à l'heure pour McLaren, Mercedes a aussi progressé, moins par rapport à l'année dernière, mais ils sont comme quasiment tout le monde en avance. Je vous laisse deviner quelle voiture n'a pas progressé par rapport à l'année dernière. Un indice, il y a du rose et du bleu dessus. Mais par contre, ouais, tu sens que ça stagne. Russell fait quand même le travail. Mais déçu, ouais, par Hamilton, qui a pas grand chose de se faire sortir par un rookie qui découvre une voiture. Limite le crime de lèse-majesté a failli être perpétré à Jeddah.
Et derrière, ouais, ça transforme pas. Hamilton qui arrive pas à dépasser les gens devant lui. Ouais, je pense vraiment week-end très compliqué pour Mercedes. Comme beaucoup d'écuries, t'espères qu'il y aura des améliorations très très rapidement. Au mieux à Melbourne, mais j'y crois pas trop. Mais oui, plutôt du côté du Japon. Et qu'elles arrivent assez rapidement pour que elles puissent embrayer, quoi. Parce que pour l'instant, je les mets quand même derrière McLaren, quoi. Bah, pour l'instant, ils se tiennent au classement constructeur, mais c'est vrai que ce week-end, alors le circuit est aussi peut-être spécifique, mais sur ce week-end, on les a senties assez impuissantes avec un certain niveau, mais pas là pour faire la différence. Charles, un commentaire sur les flèches d'argent? Bah, les essais libres de Bahreïn disaient que entre la soufflerie et l'arrêté, c'était ça corrélait. Et puis arrivé au deuxième GP, ça corrèle plus. Donc il y a déjà des hicks. Visiblement, il perdrait quand même, je crois que il perdait 5 dixièmes, je crois, au tour à Jeddah. C'est quand même énorme. Donc il y a un moment donné où bah peut-être falloir faire quelque chose quand même sur le développement de la voiture. Ils font ce qu'ils peuvent, hein, je pense. Alors un coup, je pense qu'on aura, comme l'année dernière, un coup Russell sera meilleur sur un circuit, un coup ce sera Hamilton. Je m'attends pas à des grandes folies, je m'attends à des podiums de temps à autre quand les Ferrari iront dans le mur ou les McLaren, mais clairement je m'attends. Ça commence à faire pas mal de si là. Ouais, je m'attends pas, j'attends pas grand chose de d'eux, tu vois. En fait, je me dis toujours, il y a moyen que, parce qu'en fait, ça reste une top écurie, mais j'attends pas de eux qui tapent la pole, d'eux qui pètent Verstappen à la régulière, quoi. Je me dis, s'ils font P3, ils font un très bon résultat, quoi. Donc... Oui, en effet. Et pour le moment, ils en sont loin, quoi. Tout à fait. Fernando, quelque chose à ajouter? Peut-être sur que c'est conforme c'est dans la continuité du Grand Prix précédent. On a George Russell qui est devant Hamilton. Je rappelle ce qu'on s'était dit, c'est que ça va être intéressant, pardon, cette année de voir ce que va donner Hamilton chez Mercedes. Là, c'est le deuxième GP. Il est encore derrière son deuxième pilote d'écurie. Donc, honnêtement, moi, je me dis que oui, le week-end précédent, il y avait une histoire de problème moteur. Là, on nous dit, oui, on n'avait pas mis assez de charge. Donc, du coup, dans la partie virage rapide, on perdait énormément. Et d'ailleurs, ça se voyait quand il y avait la McLaren. Honnêtement, pour moi, la voiture de Mercedes cette année, elle est pas aboutie. Elle est pas aboutie. Et je pense que ils sont quatrième et ils sont quatrième descendant. Ils sont pas quatrième montant. Donc ça va être compliqué. Eux, ils vont se battre avec les Aston Martin. Et encore, c'est ça, c'est qu'ils sont quatrième parce que Aston Martin, il n'y a qu'un pilote dans l'équipe. Mais oui, c'est toujours le même constat en effet. Juste pour enchaîner sur Aston Martin derrière, c'est vrai que à l'heure actuelle au classement pilote, on voit, je crois que ils ont 13 points, 12 points de Alonso et 1 point de Stroll. Après 2 grands prix, bon, c'est faible pour faire des stats, mais c'est vrai que tout comme les saisons précédentes, c'est pas Stroll qui marque la majorité des points de son écurie. Takuma, est-ce que Mercedes va être concurrencé par Aston ou est-ce que Arsenal est en train de s'imposer en Ligue des Champions? Arsenal est en train de s'imposer, oui. Clément Turpin est en train de turpiner comme on le connaît, donc c'est un bonheur. Il a refusé le deuxième. Sa montre n'a pas vibré alors que le capteur avait pourtant tout pour croire que le ballon n'avait pas franchi. Il avait avancé sur la grille. C'est ça. Mais bref. Mais il a mis un carton jaune à Pépé, déjà ça. Oui, qui mérite rouge parce qu'apparemment on peut attaquer quelqu'un le genou en avant dans le dos apparemment maintenant. Ouais, mais Pépé il a le droit. Oui, vu sa carrière, il a le droit. Il est passé au Real Madrid, il a le droit. C'est vrai. J'avais oublié qu'il avait la carte de membre. Et pour Mercedes, je suis aucunement inquiet. Ça a toujours été une écurie de maximisation du potentiel, on fait ce qu'on doit faire, etc. Là, pour le moment, ils sont un peu moins bien et c'est une certitude, ils sont moins bien.
Mais je n'ai pas d'inquiétude sur le fait qu'ils réussiront à trouver les points là où il faut, à finir, à prendre ce qu'il faut. Donc oui, à mon avis, je pense que ça se battra un peu plus sérieusement pour la troisième place, que McLaren serait une vraie alternative. Aston Martin, personne n'y croit, parce que c'est difficile de prendre une place, on va dire, dans le 3, 4, 5 quand tu n'as qu'un seul pilote. Hein. C'est dur. Donc c'est pour ça que je suis pas spécialement inquiet. Puis ça fait que 2 courses. Hein. La saison en fait 94. Donc de toute façon, ils auront le temps de. Ils auront le temps. Hein. Mais on est d'accord, mais en termes de maximisation, je suis d'accord avec toi. Ils ont maximisé les europontons. Hein. Bah écoute, ils sont allés jusqu'au bout, bout de leur rêve et ça n'a pas marché. Mais ils sont morts avec leurs idées et j'apprécie le panache. Lewis Hamilton n'a pas apprécié, mais nous en tant que spectateurs, voilà. Mais oui. Après, le zéro ponton, il y a une écurie qui les a récupérés, ça marche pas trop mal. Ah, c'est pas zéro ponton, ils s'en approchent, mais c'est bon. Tu as 0,3 pontons, quoi. Ça, c'est quand t'as envie de faire mal à. Je pense que ça doit faire mal côté Mercedes d'Acitas. Hein. Ah, oui. Surtout la domination qui est en train de s'enclencher sur un concept qu'ils ont dû renier parce qu'au final, c'est pas que la voiture, elle allait aboutir quelque part, c'est s'emboutir quelque part plutôt. Mais ok, est-ce qu'on fait un petit point sur Alpine ou on arrête d'en parler le temps qui se noie? Non, ça ira, merci. Il y a une Alpine qui a quand même gagné un Grand Prix ce week-end. Ah oui. Oui. Bon, grâce à Prema, mais ils ont gagné du coup. D'accord. Bon, c'était ça qu'on voulait entendre. C'est ça, bravo. Ok. Fernando, je te laisse le micro pour parler des écuries derrière. Si tu as envie de aussi glisser un petit mot sur Alpine, même si au final on l'a dit, hein, donc Gasly, des qualifications ultra pénibles, sachant que Joe, je pense qu'il avait pas fait de tour, donc au final la voiture n'avait pas été réparée à temps. Voilà, et puis en course, Gasly qui au final il prend le départ, mais même en se mettant sur la grille, il savait déjà qu'il avait un problème de boîte, je crois. Et puis Ocon qui fait sa course, hein. Il y a eu de la lutte derrière, mais au final, on a quand même un résultat qui est vraiment pas incroyable puisque Ocon est 13e. C'est pas voilà, un tour. Bon, c'est pas si catastrophique que ça. C'est pas dernier, mais c'est pas dans les points et loin d'être dans les points. Fernando, est-ce que voilà, Alpine, As? Oui, je confirme. Enfin, là, t'as effectivement Ocon qui se fait prendre donc un tour, donc qui finit 13e. Les As qui sont devant, où on les avait relégués depuis qu'ils sont influents, c'est l'écurie de fin de plateau. Là, en fait, ils sont quand même 12e et 10e. Donc, ils marquent des points. Tu te dis, c'est fou, quoi. C'est le monde à l'envers. Donc oui, je suis partisan de dire qu'on va attendre, on va laisser mijoter. Et quand la recette sera parfaite à servir, là, on sortira les plateaux et on se servira. Mais pour le moment, je pense qu'on peut laisser encore sur le feu. Je sais pas qui va devoir goûter tout ça quand même au fur et à mesure, parce que déjà, il va falloir goûter pendant longtemps. Et puis, mais ça fait longtemps que ça mijote, mais ça a du mal à sortir, là, en fait. Okay. Donc, après, c'est bon à acheter. Mais là, globalement, après, pour le reste, on va dire, c'est semblable. Hein. Tu prends les Racing Bulls qui finissent 16e et 15e. Valtteri Bottas, 17e. Je pense qu'il y en a un qui devrait retourner faire des photos, dans le Grand Nord. Et puis Guan Yu Zhou qui finit dernier du Grand Prix. C'est pareil. Honnêtement, Sauber c'est compliqué. Hein. Oui, mais Sauber c'est compliqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais ils viennent de se faire. Eux, ils sont dans une vraie saison de transition. C'est-à-dire qu'ils viennent de se faire racheter. Donc on peut aussi s'imaginer que c'est un peu plus. Je suis d'accord. Ok, ils se font racheter. Il y a pas de souci. Par contre, ils ont quand même du temps de soufflerie en plus. Et ils en font rien. Enfin, le problème, il est là. Enfin, initialement, je rappelle que l'aspect dégressif du CFD ou de la commande, donc la simulation et de la soufflerie, c'était pour permettre à ces petites écuries de pouvoir remonter justement un peu dans le classement. On s'aperçoit que oui, il y a eu une évolution parce que globalement, elles ont toutes évolué puisque je rappelle que en qualif, elles sont dans la seconde du premier jusqu'au 20e. Mais en fait, en course, il y a aucune évolution de la hiérarchie. On est sur une 2023 2.0.
Non, mais on qualifie non plus, mais on est sur une qualif, enfin, on est sur une année, pardon, 2023 2.0. Donc, avec des évolutions dans les top teams, parce elles sont quand même nettes, mais sur les écuries qui sont en bas de tableau, il n'y a pas d'évolution. Ok, Charles, des choses à dire concernant ces écuries. Bon, alors Alpine, je te laisse. T'as peut-être l'occasion d'en parler un petit peu, mais sinon les autres hein, derrière, entre Haas, entre Williams, on n'entend pas trop parler. Albon fait pas trop non plus de flamme pour l'instant. Pour le coup, au final, As s'en sort plutôt bien sur le GP. Ils ont fait une stratégie un peu à la Red Bull 2021 où Magnussen a servi de bac tampon pour permettre à Hülkenberg de rentrer dans les points. Alors c'est un peu jasé, je crois, chez Isaac Achap là, où visiblement c'était un peu, ils considéraient ça, je crois, anti-sportif ou je sais plus comment ils appelaient ça. Mais bon, on n'a rien dit à Red Bull en 2021 quand Perez a bloqué pendant un tour ou deux, je crois, euh, Lewis Hamilton. Donc au final, bon, ils s'en sortent avec un petit point, tant mieux pour eux. Mais après, derrière, franchement, je trouve que c'est un no man's land hein, pour le moment. Chez Williams, c'est aux abonnés absents. Chez Sauber, ou en tout cas Steak ou Kick, je sais plus comment on dit. Steak, oui, je crois que c'est ça. Bon, deux arrêts au stand, un arrêt au stand gigaloupé par Grand Prix pour le moment. Donc il y a peut-être un peu de boulot à faire là-dessus parce que à chaque fois, enfin là, c'est le Joe en pâtit. Mais bon, deux gros arrêts loupés. Alors, ils ont peut-être pas eu de chance, c'est que en plus Joe se flingue en FP3 au pire moment. Et ils arrivent quand même. Il fait un tour, je crois. Non, il fait pas de tour parce que je crois qu'il sort mais trop tard et du coup il arrive pas à faire un tour chrono pour la Q3, la Q1 pardon. Mais ouais, bon, franchement, il y a rien à en tirer pour le moment de ces écuries-là. Ils sont trop en retard par rapport aux autres, quoi. Ok, bon les gars. En tout cas, par rapport au top pro. D'accord. Alors, vous avez envie d'ajouter des choses sur ce Grand Prix? On passe tout de suite à. Après, sur As, c'est quand même une super stratégie parce que ça part quand même du fait que Magnussen a son fond plat complètement détruit. Et donc, ce désavantage, il le retourne en avantage où, entre guillemets, il fait exprès de perdre 1,5 seconde sur le premier secteur, qui est assez sinueux. Et après, vu que la As a une bonne vitesse de pointe, elle est quasiment impossible à doubler par les autres voitures du bas de championnat. Et donc, il a réussi à rester devant malgré le DRS sur le secteur 2 et secteur 3. Donc, finalement, c'est hyper bien joué. Et Hülkenberg réussit à prendre assez d'avance pour lui faire un arrêt gratuit un peu plus loin dans le Grand Prix. Donc, c'est hyper bien joué. Enfin, après, les écuries qui râlent, je crois mieux, c'est pas du jeu, il nous bloque. Eh ben, s'il te bloque et qu'il va pas assez vite, bah, double-le. Tu peux pas le doubler? Bah, ferme ta bouche. Enfin, à un moment, c'est quand même un. Alors après, bien sûr, il y a l'aéro, il y a l'air sale, c'est plus compliqué que ça, que juste j'ai des chevaux sous le capot, j'appuie plus fort et je passe la voiture qui est devant. On sait tous que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais voilà, c'est le principe de la course. On savait aussi qu'avec les DRS, on pouvait avoir des trains DRS. C'est comme ça. Donc, j'ai pas forcément compris, Après, on parle de ça. On parle de ça parce qu'il faut bien parler de quelque chose aussi de sportif ou de ce qui se passe sur la piste, parce que les à côté sont tellement phagocytent tellement les médias F1 pour l'instant que voilà, il suffit de pas grand chose. S'il se passait plein de choses en piste aussi, il y aurait pas ce genre de petits trucs qui sortiraient ou qui prendraient un peu de l'ampleur. Et sinon, bah en fait, en fin de classement, on n'a pas forcément beaucoup de surprises parce que les 5 voitures éliminées en Q3, c'est les mêmes qu'à Bahreïn. Donc finalement, il y a une sorte de continuité. Et derrière, on a vu aussi que pour les 5 autres écuries de la deuxième partie des constructeurs, il faut que l'une des 10 voitures devant se plante
ou abandonne. Donc là, Stroll s'est planté tout seul comme un grand, ça a libéré une place, et c'est Hülkenberg qui l'a gagné. C'est vrai que ces petits points, les 1, 2 et 4 points qui vont traîner de la P8 à la P10, mais les trucs, ils vont valoir de l'or. Et en fait, là, bien joué As. Ne pas oublier que As, généralement, démarre assez bien les saisons. CF l'année dernière, c'était à peu près le cas. Et finalement, la voiture n'est pas améliorée au cours de la saison. Donc finalement, à peu près au tiers de la saison, ils rentrent dans le rang et elles avancent plus. Peut-être que cette saison, ils vont peut-être utiliser un peu plus de CFD et de simu pour pouvoir essayer de développer la voiture, mais bon, c'est pas gagné. Je vois Fernando qui fait la moue, je suis d'accord avec lui. Ok, Takuma, tu veux ajouter quelque chose ou c'est bon, on passe. J'avais fait un teasing, moi aussi. Oui, mais justement, mais là je te vois concentré, là t'es en train de brûler des affiches avec Turpin dessus et tout ça. Moi j'ai pas envie de te déranger mieux de tout ça. Non, mais j'avais dit que je parlerais vite fait d'une écurie. Moi aussi, je veux dire bravo à As parce que je suis le premier à dire que c'est une écurie qui est nullissime depuis leur arrivée en Formule 1. Je suis le premier à tacler quand ils font des choses mauvaises et si on est un peu honnête, il faut dire bravo quand ils font quelque chose d'intelligent. Et là, c'était super bien joué. Voilà, Magnussen, il s'est flingué sa course tout seul. Bah, du coup, résultat, tu as aidé ton copain à aller chercher un point qui peut être très important, comme ça vient d'être dit. Donc, bravo. Franchement, est-ce que on va avoir d'autres stratégies aussi intelligentes maintenant que Gunther Steiner est pas là? On verra bien. Hein, parce que Doofenshmirtz, il est bien sympa, mais c'était quand même pas non plus le roi des stratégies. Donc, à voir sur le futur s'ils arrivent à maximiser le peu de points qu'ils traîneront avec leur voiture. Pareil, c'est vrai que, comme Lance l'a dit, est-ce qu'ils réussiront à développer leur voiture? C'est une belle question, parce que bon, complicado l'avocado, mais voilà, il faut quand même leur dire bravo pour ça. Et aussi, je suis très déçu de Williams sur ce début de saison. Alors, je les attendais pas dans un top 5 ou quoi, mais je les pensais vraiment plus proches de la lutte pour la 10e place, etc., qu'ils ne sont maintenant. Donc ouais, un peu déçu. Mais bon, peut-être qu'ils réussiront à trouver quelque chose pour aller un peu mieux. Mais voilà, petite déception sur Williams. Ok, bon, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. On va passer tout de suite à écouter les 5 infos de la semaine de notre ami Sébastien Vettel. C'est parti. C'est box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Lors de la remise des trophées FIA de décembre, Ollie Berman aura le trophée de rookie. Vous l'aurez entendu ici en premier. Ollie Berman est le premier pilote de F1 de l'histoire à partager la grille de départ avec un pilote champion du monde l'année de sa naissance. Je vais vous épargner l'info moqueuse où Ollie est meilleur à lui tout seul sur sa première course qu'Alpine. Ah merde, je viens de la faire. Bon ça compte comme une info alors, même si je suis persuadé que mes comparses de Barbuck ont déjà fait la réflexion. Avec ses 6 points de moyenne par Grand Prix disputé, Ollie Berman se hisse au niveau de Fernando Alonso avec ses 2279 points en carrière pour 380 Grands Prix. Oui, vous pouvez sortir les calculatrices, les chiffres sont bons. Quel plaisir de voir le père d'Ollie stressé lors des qualifs. Non pas que j'aime voir les personnes en état de stress, mais dans son regard et son attitude, on sent vraiment le regard d'un père envers son enfant tout en se disant « Pardon, mais ça va vite là ? Moi à la base, j'étais pas prêt pour un week-end aussi fou, je suis juste venu voir mon fils en F2. » C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. On voit que Sébastien a bien aimé le remplaçant de Carlos Sainz sur ce week-end. C'est vrai que c'était un peu l'attraction d'un week-end qui a vu une ultra domination Red Bull et de Max Verstappen, un peu au détriment du spectacle. On l'avait déjà dit, on avait annoncé peut-être sieste au premier virage. C'était peut-être ce qu'on pouvait se dire avant le Grand Prix, et c'est malgré tout un petit peu quand même ce qui s'est passé. Malgré certaines stratégies différenciées, malgré le fait que Verstappen n'a pas mené tous les tours du Grand Prix, mais bon, c'était tout comme. En tout cas, prochain Grand Prix, c'est l'Australie, et donc c'est maintenant qu'on va faire un peu le tour des pronos. Alors Lentz la ramène pas trop, mais il avait quand même annoncé le podium, sauf erreur de ma part, pour ce Grand Prix. Je crois que c'est l'un de mes premiers tout pile, mais comme je l'avais annoncé, la cote était à peu près à 1,01.
Donc, t'es quand même. j'ai pris absolument aucun risque. En tout cas, pour l'instant, 2 grands prix. Voilà, t'en as un qui est tout bon. Et t'es le seul pour l'instant à avoir annoncé le podium. Donc effectivement, t'avais annoncé Verstappen, Perez, Leclerc. Donc c'est beau quand même. Qu'est-ce que tu visualises pour l'Australie prochain Grand Prix? Étonnamment, je vais dire Max vainqueur. L'année dernière, c'est Sergio qui avait gagné. Donc je pense. L'année dernière, juste, je t'interromps. Non, l'année dernière, c'était Verstappen, Hamilton, Alonso, sauf erreur de ma part. Oui, parce que j'ai cliqué sur l'Arabie Saoudite. Tout à fait. C'est Max qui a gagné devant Lewis et Fernando. Ouais, c'est ça. Et fait exceptionnel, Lance Stroll avait fini 4e. C'est un univers parallèle en fait. Ok, donc tu mets Lance Stroll sur le podium, c'est ça? Oscar Piastri, l'Australien? Daniel Ricciardo? La cote, la grosse cote. Allez, Lance, laisse-toi aller, détends-toi pour une fois. Oh là là, il faut prendre des risques pour gagner le magot. Partage le champagne là. Max 1, Checo 2 et c'est Charles Leclerc 3. Okay. Non, je vais changer, même si ça sera probablement le même podium. Un petit Fernando Alonso. Oh. Okay. Pour monter un peu la cote. On va demander à Fernando qui il était pas si loin que ça puisqu'il a juste inversé Charles et Sergio sur le podium, mais c'était pas si mal. Ouais, je suis bien tenté pour refaire le même. Parce que c'est autorisé. C'est autorisé, mais en fait, je me dis qu'on est sorti des circuits, on va dire, rapides. Donc là, c'est un circuit qui est relativement sinueux. Il y a la grande ligne droite. Allez, on retente la même chose. Okay. On retente la même chose. Ah non, on enlève Perez. Bon, tu vas mettre Max Verstappen, Charles Leclerc, et tu mets Perez en 3. C'est ce que t'avais. C'est pareil. C'est ton prono. C'est pareil. Mais j'ai cru que tu voulais mettre plusieurs fois Max Verstappen sur le podium. On peut le mettre qu'une fois, ça c'est sûr. Bon, et puis on en bouffe assez là. Mais c'est le même pronostic que le Grand Prix de Jeddah. Mais je pense que c'est pas mal. Moi, justement, j'en profite pour faire le même pronostic. Moi, j'avais annoncé Verstappen, Leclerc, Sainz sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et là, je vais annoncer Verstappen. Non, je vais annoncer Verstappen, Leclerc, Oscar Piastri. Voilà. J'ai bien envie de. Et d'ailleurs, j'entendais que peut-être que Berman ferait le. Ah non, c'est vrai que si c'est dans 15 jours, donc Carlos Sainz. Disons qu'on peut imaginer tout de même que, effectivement, après une opération de l'appendicite, faire 3 fois le tour de la planète en avion sans pouvoir un peu cicatriser tranquille, c'est pour un individu lambda, c'est peut-être pas conseillé. Après, lui, il est probablement en jet privé ou première classe où il peut être tranquille sur son fauteuil d'avion. Voilà, je ne sais pas. Charles, toi, t'avais pas fait de pronostic parce que t'avais pas fait de pronostic. Qu'est-ce que tu envisages pour ce Grand Prix d'Australie? Toi qui quand même a le cœur un peu Wallabies. Ou en tout cas, à minima, pour cette émission, le maillot à Wallabies. J'envisage, sans grande surprise, Verstappen en 1, en 2 Leclerc et en 3 Hamilton. Oh, Hamilton, ok. Là, Hamilton sur le podium, c'est la grosse cote. Là, ok. Je sais pas. Pour moi, il y avait normalement Takuma qui devait nous faire son pronostic, mais comme par hasard, ça s'est coupé à ce moment-là. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il y a Turpin qui a toqué à la porte. Je ne sais pas. Ok les gars, est-ce que vous avez vous avez envie d'ajouter quelque chose sur la F1 ou sur autre chose, hein, est-ce que vous avez vu tout à l'heure on a évoqué la Formule 1 Academy. Ouais. On peut peut-être en parler maintenant. Je sais pas ce que tu en penses, Fernando. Vas-y, j'allais effectivement rebondir dessus, mais vas-y, vas-y. Sans grande surprise, je pense. Dorian Pain, du coup, qui est l'unique française, je crois, de la F1 Academy. Il y en a 2, elles sont 2. Il y en a 2.
Alors pour peut-être aussi remettre dans le contexte, la F1 Academy, en fait, c'est une ligue qui est censée promouvoir le développement du sport automobile pour les femmes par des femmes. Enfin, peut-être que je me trompe dans ma définition, mais en tout cas, c'est uniquement féminin. Il y avait déjà eu une ligue fermée, une sorte de ligue fermée, une sorte de ligue il y a quelques années qui avait fermé ses portes, mais qui avait rouvert juste après. J'ai plus le nom en tête de comment ça s'appelait. Women's Series ou un truc comme ça. W Series. W Series. Bon, c'est un peu le même, on va dire acabit. Et Dorian Pain, qui est assez connu parce qu'elle avait fait les dernières saisons en WEC, elle se dirige maintenant monoplace et a fait du coup la double pole plus la double victoire. Alors double pole, dans la séance de qualification, ils prennent les 2 meilleurs temps du pilote et du coup le premier temps permet de faire la pole. Le meilleur temps du meilleur tour de chaque pilote permet de faire la classification pour la première course. Donc Dorian Pain a fait le meilleur tour sur Ever et sur son deuxième meilleur tour, elle fait aussi du coup la pole pour la deuxième course parce qu'il y a 2 courses par week-end et elle a mené de bout en bout chaque week-end. Après, il s'est passé un petit truc sur le deuxième week-end. Peut-être que je laisserai mes collègues en parler pour ceux qui le souhaitent, pour pas tout spoil ou en tout cas tout raconter. Fernando, si jamais tu... Fernando, je pense qu'il a suivi. Alors pour compléter, c'est qu'effectivement, donc Dorian, notre française nationale qui performe partout, qui fait des méga-pôles, en fait, lors de la deuxième course, elle a passé 2 fois le drapeau à damier, tout simplement pour des histoires de mauvaise communication avec son pit wall qui ne lui a pas informé que en fait elle était dans le dernier tour. Donc elle est passée 2 fois et la règle dit que quand vous passez 2 fois la ligne d'arrivée, vous perdez votre place, vous perdez le Grand Prix quoi globalement. Elle a perdu 20 secondes. Enfin, tu prends 20 secondes de pénalité en fait. Oui, mais tu perds ta première place. Enfin, globalement, là, faut se le dire, elle finit 3e, je crois, c'est ça? 9e. Si la deuxième était à 22 secondes, elle finissait quand même première. Oui, mais là, c'était pas le cas. Mais non, parce que pour le coup, la deuxième, qui était, j'ai mangé son nom, qui était pilote Alpine. Autant sur les tours de pôle, Dorian, elle leur a mis la misère. Enfin, l'écart est monstrueux. Et pendant la course, justement, sur la deuxième, notre Alpine Girl, vous m'excuserez, j'ai vraiment mangé son nom. Elle a réussi à bien tenir et elle finit à vraiment très peu de temps derrière. Après, je crois qu'il y a eu un safety car jusqu'à l'avant-dernier ou pas long. Enfin, il y a eu 2 ou 3 safety cars, je crois, dans la course sur 13 tours. Donc, l'écart peut-être aussi un peu compliqué à faire sur aussi peu de tours. Si elle finit 3e, c'est que elle avait plus de 20 secondes d'avance sur la 3e alors. Elle finit que 3e, Dorian Pain? Je crois qu'elle finissait 9e. Ouais, je crois que c'était plus loin quand même. Elle finit 9e avec la pénalité. Pour moi, ouais, elle finit très loin avec la pénalité. On regarde en même temps. Et ce qui était cool aussi, c'est que on a pu voir Lewis Hamilton s'intéresser à cette ligue, en tout cas à ces 2 courses, venir la féliciter aussi en personne, parce qu'elle fait partie du giron Mercedes. Elle a été considérée, en tout cas, elle a été admise en tant que pilote de la Driver Academy, Junior Driver Academy. Donc ce qui est plutôt cool, et en tout cas. J'ai pas vu d'autres pilotes de Formule 1 venir s'intéresser à cette ligue-là. Je pense qu'on nous aurait montré les images et même lui a bien communiqué sur la fin du week-end en disant moi quand je suis arrivé en Formule 1 c'était compliqué pour moi au début de m'intégrer. Là, c'est avec le rookie, ça c'est avec Berman qu'il a chaleureusement félicité à la fin de la course. Aussi du coup d'avoir cette inclusion dans le paddock, d'aller vers les jeunes, parce que même lui il disait moi à 18 ans j'étais incapable de faire ce qu'a fait Berman dans ce GP là quoi. Donc je pense qu'il a conscience qu'à son âge des fois pour lui ça lui a peut-être appris un quart d'heure, parce qu'en fait il a regardé depuis l'hospitalité Mercedes le GP à la dernier tour il est venu voir il est venu voir au podium, ça lui a pris 20 minutes, une demi-heure à peine, mais en fait peut-être que pour Dorian ça veut dire beaucoup, et
Et du coup, peut-être aussi pour le mental, pour le moral, tout ça, ça y joue, quoi. Et je trouve franchement tout ça honorable parce qu'il n'a pas forcément besoin de le faire. On lui demande pas de le faire et ça a l'air d'être sincère en plus quand il le fait et quand il le dit. T'es redevenu une fanzouze de Lewis Hamilton, c'est pour ça que tu le mets sur le podium pour ce Grand Prix d'Australie. On a compris. J'ai un t-shirt. Mais c'est super. Ok. Non, mais c'était bien d'avoir fait ce point. Et donc c'est Abby Pulling, la pilote. Pardon, Abby Pulling, la pilote alpine. Okay. Enfin, c'est pas vraiment alpine, c'est Rodin Motorsport exactement, mais bon, il y a un gros alpine avec un BWT, un BYT, BWT en plein milieu, en rose et bleu, donc on peut considérer que c'est alpine. Voilà. Donc je réhabilite en redonnant le nom de cette petite championne. Non, mais c'est important. C'est important d'être précis. Ce qu'on disait, c'est que faut quand même promouvoir parce que ce que ces petits gabarits quand même sont capables de faire, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas dit non plus pour Oliver Bearman, c'est que les petits trucs sur le côté qui empêchent justement le casque de taper sur le côté. Ça a fini, en fait, c'était complètement éclaté, quoi. Donc, faut jamais oublier quand même ce que les mecs se prennent au niveau physique, même si aujourd'hui on sait que c'est une Formule 1 de gestion de pneus. Voilà, ça reste quand même du sport de très haut niveau qui met le corps à rude épreuve. Et donc, chapeau bas à ces demoiselles qui font extrêmement bien le travail. Ok. Bon, bah, je pense que là, on a fait le tour. Bah, il me reste plus qu'à... Ah oui, on n'a pas parlé des Français en F2, F3 où ça a été un massacre. Ouais, on va peut-être, on va rester là. On va rester là. Peut-être que si le prochain Grand Prix, c'est un peu le même que, parce qu'on va pas souhaiter ça, mais si c'est de nouveau un résultat identique avec une domination Red Bull, on pourra aussi continuer notre petite digression sur parler de la F2, de la F3, sur notamment ce qui se passe du côté français. Ça serait chouette, en tout cas, d'en parler. Peut-être pas chouette qu'on ait beaucoup de temps pour le faire. Bah écoutez, merci les gars. C'était encore une très belle émission du côté Radio Magazine Co. On se retrouve après le Grand Prix d'Australie. Salut, ciao. Merci Jack, ciao. Ciao.